Salut la gang, bienvenue à Sortir les régions du placard, podcast où on porte un regard sur la vie queer en milieu éloigné. On voudrait remercier notre commanditaire officiel, la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un organisme qui contribue au bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre en région depuis plus de 20 ans. On veut aussi remercier le Centre de femmes Les Riges de la Sarre qui nous offre ses locaux pour qu'on puisse enregistrer notre podcast. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite de Caroline Perron, photographe, alors on lui dit un gros merci pour son soutien. Merci Caroline! Merci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Janice Rivard et Caroline Sigouin. On est en Abitibi-Témiscamingue, puis on discute de notions d'étiquette, de processus de coming out, de militantisme et bien plus encore. Yay! Bon épisode! De l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par les îles et la côte nord, on s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard. Fait que ça part. Oui, salut Dom. Allô? Bienvenue au podcast Sortir les régions du placard, le podcast où on s'intéresse à la vie queer en milieu éloigné. Avant de commencer, je vous demanderais juste de vous présenter avec vos noms puis vos pronoms, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Janice et mes pronoms sont elle. Caroline Sigouin, pronom elle aussi. Super, bienvenue. Janice, si je me trompe pas, toi, tu viens d'un petit village au Témiscamingue, puis t'as fait tes études dans les grands centres. Oui. Comment t'as découvert ta queerness? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé justement dans les grands centres parce que j'ai grandi dans un tout petit village où il y avait pas de représentation, où vraiment c'était très straightforward, si je peux dire. Donc, quand j'ai été à l'université, je me suis fait des amis qui étaient queer, qui étaient super engagés politiquement. Puis, c'était vraiment une belle gang positive, sex positive. Puis, ça m'a vraiment fait découvrir cet univers-là parce que je ne connaissais pas du tout les définitions et même queer. J'avais jamais entendu ça avant. Je connaissais gay, lesbienne, bisexuelle. Mais, et ces gens-là m'ont vraiment fait découvrir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si je peux dire, puis ça a vraiment été un peu, pas un coup de foudre, mais je me suis vraiment bien définie dans cette étiquette-là, si je peux dire, queer. Ça a vraiment été automatique. Ça a été, oui, ça c'est moi, depuis toujours, mais je m'étais jamais posé la question, j'avais jamais été confrontée ou peu importe. Ben c'est ça, je m'en allais déjà avec une question parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Est-ce que tu sais, pis si c'est trop personnel, tu me le dis, on passera à autre chose, mais est-ce que t'as découvert justement que t'étais queer, rendu là-bas, est-ce que t'avais des doutes avant d'y aller ou vraiment pas, t'es arrivé là-bas, t'as connu du monde, t'as fait « Oh my God, oui, c'est moi ». Mais avant ça, c'était même pas dans tes pensées, mettons. C'était même pas dans mes pensées. Puis quand j'étais jeune, le milieu où j'ai grandi, c'était un peu... c'était très hétéronormatif. Et moi, j'étais un peu une people pleaser. Donc, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était clair, je suis une femme hétérosexuelle parce que sinon, je suis trop différente ou je fit pas dans le moule. Donc, je m'étais jamais posé la question. C'était évident pour moi. Puis là, quand j'ai vu des gens qui s'identifiaient d'autres choses et que c'est beau et c'est cool, tu sais, quand même. Ouais. J'étais dans un environnement où la diversité était hyper valorisée. Donc, ça m'a vraiment comme ouvert la porte là-dessus. Mais avant, je m'étais jamais posé la question. Même, j'ai grandi dans un petit village. J'ai été au cégep à Rouyn-Noranda. Même à Rouyn-Noranda, il y avait pas assez de diversité, pas assez de représentation. Donc, je m'étais jamais posé la question non plus. Puis c'est vraiment rendu dans les grands centres que là, je me suis épanouie. Ah, je comprends vraiment. C'est exact. Puis, tu sais, je lisais un petit peu la pré-entrevue avec Dom, puis j'étais comme, oh my God, mais c'est tout. On dirait que c'est mon histoire aussi, mais je me reconnaissais beaucoup dans ce que tu disais. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai fait cette découverte-là rendue en milieu éloigné. Puis après ça, je suis revenue en région, puis je me suis rendu compte que c'était possible de vivre sa queerness en région. Mm-hmm. Mais c'est là-bas que je l'ai découvert. Mais tu sais, je m'épanouis ici quand même. Oui. Ouais. Fait que c'est vraiment parce que tu as eu des modèles dans ton entourage à l'université. Oui, absolument. Puis moi, j'ai étudié en sociologie, donc j'étudiais beaucoup justement les théories queer, les théories féministes. Donc j'ai aussi eu la chance un peu d'étudier ça en profondeur, donc d'où viennent les mouvements, comment ils sont nés, c'est quoi les enjeux, tu sais, c'est quoi justement les revendications et tout ça. Donc en plus, au niveau identitaire, j'ai eu une belle découverte de moi-même avec la gang, mais aussi du niveau politique, au niveau politique. Donc là, j'ai bien compris justement c'était quoi les enjeux, puis c'est quoi un peu, tu sais,
ce qui est important pour ces communautés-là. Puis même à ce niveau-là, ça me rejoignait. Donc, c'était comme une double découverte qui m'a vraiment fait du bien. Tu sais, qui a comme ajouté un petit morceau de casse-tête au puzzle de ma personnalité complexe, là, quand même. Super. Puis toi, Caroline, comment ça s'est passé de ton côté? T'es aussi allée dans les grands centres, t'as fait un retour en région. Est-ce que ton expérience est similaire un peu à celle de Janice ou... Similaire et non. J'ai eu des doutes, moi, quand j'étais ado. Mais finalement, je tombais en amour avec un gars. Fait que dans ma tête, c'était comme, finalement, je suis hétéro, tu sais. Puis, parce que dans ma tête, c'était comme, t'es lesbienne ou t'es hétéro, tu sais. Il y a pas d'autre chose. Puis, c'est ça, finalement, quand j'ai fait des études à Québec, je me suis retrouvée spontanément à avoir plein d'amis de la communauté LGBTQ+. Puis, on dirait justement que d'avoir des représentations, d'avoir des modèles, j'ai comme réalisé, peut-être finalement que je suis capable de m'identifier aussi comme ça. Puis, c'est ça, à un moment donné, j'ai commencé à éprouver des sentiments pour une femme. Puis là, j'ai réalisé que c'est ça, finalement, je m'identifiais plus lesbienne. Puis, tu sais, souvent, on dit, tu sais, c'est pas un choix, tu sais, on est comme ça. Mais pour moi, il y a quand même une part de choix, je trouve, aussi là-dedans, dans le sens où les relations hétéros, ça ne m'intéressait plus, là, mais tellement plus, là, j'étais pas bien là-dedans. Puis le peu que j'ai eu, en fait, là, j'ai pas trouvé que c'était épanouissant ou quoi que ce soit. Fait que ça a été en partie aussi un choix de dire, OK, non, là je suis lesbienne maintenant, puis je suis vraiment mieux dans des relations avec des femmes. Un choix d'embrace ça, là, tu sais, là, ouais. Puis de fermer la porte, tu sais, en tout cas, pour l'instant, là, c'est vraiment un choix aussi de fermer la porte aux relations hétéros. Ben, parlons-en donc un peu de cette notion d'étiquette-là. Les deux, vous l'avez un peu abordé dans votre discours à un certain niveau. En région, la notion d'anonymat est plus difficile. Ma question est comme à deux niveaux. Premièrement, est-ce que vous vivez votre queerness différemment en région que dans les grands centres à cause de cette notion d'anonymat-là? Puis comment vous vivez aussi avec le fait, des fois, que justement en région, parce que l'anonymat est difficile, on s'accole des fois des étiquettes, elle c'est la lesbienne, elle c'est le gay. Est-ce que c'est quelque chose qui vous réconforte, les étiquettes, ou au contraire c'est quelque chose que vous souhaitez, souhaitez pas vous définir? J'ai l'impression que vous avez peut-être des réponses différentes là-dessus. Moi, je vis pas ma queerness, ma queeritude, je sais pas comment dire. En tout cas, je la vis pas différemment que je le vivais, par exemple, à Québec. Quand je suis revenue en région, en fait, pas immédiatement, mais à un moment donné, après quelques temps, je me suis comme rendu compte que dans mon réseau social, il y avait à peu près pas de personnes lesbiennes, très peu de gays, tout ça. Puis je me suis rendu compte que ça me manquait. Puis on dirait que ce manque-là m'a amené à plus assumer une étiquette, on dirait, pour pouvoir rencontrer des personnes semblables, des personnes de la communauté. Fait que pendant un certain temps, je m'affichais beaucoup plus, peut-être, ou en tout cas, je sais même pas si c'est une question d'affichage, mais en tout cas, j'avais plus besoin, on dirait, c'est ça, de me dire lesbienne. Que les gens sachent aussi, ouais, là. C'est ça. Tu sais, je m'étais acheté mon bandana arc-en-ciel à ce moment-là. C'était vraiment, tu sais, puis c'est ça. J'avais comme besoin de plus m'identifier. Mais tu vois, tu sais, là, je suis en couple avec une femme depuis 2 ans. Fait que c'est ça. Puis je me suis créé un réseau aussi de gens de la communauté LGBTQ+. Fait que là, on dirait que maintenant que j'ai cette communauté-là, que j'ai ces relations-là, je ressens moins le besoin de vraiment clamer, là, je suis lesbienne. Mais c'est ça. Fait que je pense que ça peut fluctuer aussi. Puis est-ce que c'est parce que dans ton retour en région, les gens savaient pas que tu étais lesbienne, donc c'est pour ça que tu avais plus ce besoin-là, maintenant les gens le savent, ou ça... Je pense pas que ça a tant joué. Moi, j'ai pas fait comme tel de coming out directement, là, dans le sens, j'ai pas annoncé à quelqu'un, « Hey, en passant, je suis rendue lesbienne », là. Ça a vraiment plus été, à un moment donné, je me suis fait une blonde, puis je l'ai présentée, là. Tu sais, pour moi, j'avais pas... tu sais, puis je comprends que on est toujours présumé hétéro jusqu'à preuve du contraire. Fait que même si tu fais pas toi-même de coming out, c'en est un. C'est perçu comme ça. Ouais. Mais moi, je ressentais pas le besoin d'en faire un. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Fait que, tu sais, de présenter que ce soit un gars ou une femme ou une personne non-binaire à ma famille, c'était la même chose. Donc c'est ça. J'ai pas vraiment fait de coming out, mais c'est ça. Avec ça a été comme juste naturel. J'ai juste vécu, en fait, ce que j'avais à vivre naturellement, là. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Puis je pense que, je veux juste rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. Je pense que ça, c'est un peu la réalité des gens
quand on a découvert notre identité dans un environnement, tu sais, sain et complètement multiple et tout ça, tu sais, c'est pas le genre d'attitude qu'on a quand on a fait un coming out à 15 ans, puis ça a été difficile, justement, et tout ça. Donc, c'est vraiment positif, puis ça fait du bien d'avoir des histoires comme ça, justement, que c'est pas toujours difficile. C'est pas la même réalité. Non, vraiment pas. Sans faire de coming out, mais qu'on ait découvert notre queerness, comme tu dis, dans un milieu qui est sain, mais on voit tout ça de façon saine aussi, puis ça fait contraire des histoires d'horreur qu'on entend des fois d'ados qui ont fait leur coming out à 13 puis à 14 ans, puis que se sont fait sacrer dehors de leur maison et tout. Fait que oui, ça fait du bien. Puis il y en a qui ont des besoins de faire un statement aussi avec ça. Ça a été, pour ma part, ça a été ça parce que j'ai été longtemps en couple avec des hommes, donc j'ai eu besoin de casser cette image-là, pas de casser cette image-là, mais de dire aux gens, salut, tu sais, je suis lesbienne finalement, fait que de faire un coming out officiel, moi je l'ai fait par exemple sur les médias sociaux, mais je sais que c'est vraiment pas le besoin de tout le monde, puis je trouve ça beau aussi. Toi non plus t'as pas fait de coming out un peu comme Caroline, fait que je trouve ça beau aussi, c'est là qu'on voit que les réalités sont tellement multiples aussi là. Mais je retournerai la question, Janice, par rapport et au coming out et à l'étiquette. Oui. Alors l'étiquette, puis t'avais aussi un premier volet de questions que je trouvais vraiment intéressant en fait, en région versus comment on vit notre sexualité. Moi, j'observe que je suis différente quand je suis, par exemple, à Rouyn-Noranda ou quand je suis, par exemple, au Témiscamingue, là d'où je viens. Je m'auto-censure beaucoup, dans le sens que je vais peut-être moins m'habiller flyée, je vais moins afficher mes couleurs, j'ai un petit drapeau dans mon char. Des fois, je l'enlève quand je vais veiller au Témiscamingue. Pas parce que j'ai peur de la persécution ou peu importe, c'est juste, je sais que c'est moins courant, donc on dirait que je veux moins attirer le regard, donc c'est ça, la norme, j'incorpore quand même beaucoup la norme, donc moi-même, au sein de l'Abitibi-Témiscamingue, tu sais, je le vis vraiment différemment, fait que c'est sûr, à Montréal, là, je me sens vraiment plus libre, tu sais, j'ai vraiment moins peur d'afficher mes couleurs. Mais est-ce que c'est à cause de la notion d'anonymat, justement, qu'au Témiscamingue, tout le monde te connaît, absolument. À Montréal, personne ne te connaît, fait que finalement, tu peux être un peu qui tu veux, genre pas exactement. d'attente envers toi. Oui, exactement. Puis veux pas, c'est ça, il y a moins de représentation au Témiscamingue qu'à Montréal. Donc à Montréal, si quelqu'un me voit afficher des couleurs, il va juste se dire bon, c'est une autre personne de la communauté, tu sais. Alors qu'au Témiscamingue, on va peut-être en jaser pendant 2 semaines de la fille qui portait un gilet arc-en-ciel, tu sais. Mais tu sais, en fait, à Montréal, je pense même pas que les gens assument. Peut-être tu portes les couleurs puis que t'es même pas dans la communauté. Tu peux être n'importe qui. Tandis qu'ici, puis c'est pas un point négatif ici que les gens nous étiquettent peut-être plus ou moins. Tu sais, moi, je te rejoins encore beaucoup là-dessus, dans le sens que quand je suis à la Sarre, moi je viens de la Sarre, quand je suis à la Sarre, c'est différent de quand je suis à Rouyn, puis c'est différent que quand je suis à Sherbrooke. On dirait que ça grade un peu, puis c'est pas parce que, tu sais, je vis bien en région, puis je suis contente d'être une femme lesbienne en région, puis je me sens pas persécutée non plus, comme tu dis, mais c'est juste, quand je suis à la Sarre, on dirait, quand je vais dans... Puis ma famille est tellement ouverte, ils sont tellement gentils, mais là, des fois, je m'habille, puis je me dis, je me regarde dans le miroir, puis j'ai-tu trop l'air lesbienne? Mais, tu sais, puis en même temps, je me dis, je devrais pas, mais ça, c'est juste ma petite pensée intérieure. Mais je pense que les gens sont très ouverts quand même, puis c'est juste qu'on dirait, autant que on parlait d'anonymat tantôt, que tu disais on vit un peu dans l'anonymat, dans le sens... Sais-tu qu'on vivait dans... le contraire, en fait. Le contraire. Qu'il y a une absence d'anonymat en région. Oui, je trouve qu'il y a une absence d'anonymat, mais je trouve qu'un coup que t'es tagué, là, t'es comme zéro dans l'anonymat, dans le sens que des fois, j'ai l'impression que je suis la seule lesbienne. Mais justement, je trouve qu'avec des activités comme avec Cœur de Queer, puis avec le podcast et tout, puis là, on explore un petit peu la communauté dans la région, puis je découvre que, crime, je suis vraiment pas toute seule, puis qu'on est plein de monde, puis je trouve ça beau. Fait que, tu sais, oui, c'est vraiment différent de vivre dans un petit village, puis après ça, à Rouyn, où ce que quand je vais à Rouyn, j'ai l'impression que je m'extériorise un petit peu plus, puis après ça, quand j'arrive en grand centre, je m'en fous un peu plus parce que personne me connaît. Je pense que c'est normal qu'on négocie notre identité selon le contexte dans lequel on est aussi, là. Fait que ouais. Puis, j'ajouterais même, tu sais, dans les médias sociaux ou dans l'univers médiatique, quand on se voit pas, on se reconnaît pas. C'est comme si on n'existait pas un peu. Donc, justement, des initiatives comme ça où on voit la communauté en région, tu sais, on dirait que ça la fait vivre. Puis là, c'est ça, on se rend compte, finalement, OK, on est quand même nombreuses. Mais s'il y en a pas d'initiative, c'est vrai, c'est comme s'il y avait pas de personne de la communauté. Exactement. T'sais. Donc, justement, chapeau à vous pour ce podcast-là parce que
ça continue à en faire jaser, puis ça va peut-être créer une autre initiative qui va en créer une autre, puis c'est là qu'on va peut-être avoir une image plus réaliste de la réalité de ce que les gens vivent à l'intérieur. Ouais. Tout à fait. Toi, est-ce que tu as fait un coming out officiel ou t'es plus comme Caroline aussi? Moi, j'ai fait un coming out officiel parce que je savais que ça allait être important pour ma famille de le savoir, puis de pas l'apprendre, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai pris le moment, j'ai pris le temps de faire un coming out, mais puis ça s'est très bien passé. Ça a été des beaux moments, puis même, j'aimerais parler de mon coming out que j'ai fait avec mon conjoint à l'époque. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, puis on était en train de passer une petite soirée, on buvait une bière, c'était bien tranquille et tout, puis là, c'est venu sur le sujet, justement, l'identité de genre, puis l'orientation sexuelle, puis là, j'ai pris un moment, j'ai dit, OK, faut que je te dise, j'étais hétérosexuelle quand on a commencé à sortir ensemble, mais maintenant, je m'identifie en tant que queer. Puis là, il m'a dit, mais attends, j'étais hétérosexuelle quand on a commencé à sortir ensemble, mais maintenant, je m'identifie comme bisexuelle. Fait que, ça a créé un super beau moment, mais c'était super, j'étais super nerveuse parce que je me disais, il va peut-être, tu sais, pas être à l'aise avec l'idée, tu sais, j'ai peut-être trop changé ou peu importe. Puis là, tu sais, ça change un peu de catégorie. On n'est plus un couple hétérosexuel tant que ça. Parce que vous êtes restés en couple après vos coming out communs quand même. Là. Ouais. C'est beau, ça, là. C'est ça. Fait que ça a été un beau moment. Ça a été mon plus beau coming out, là. Finalement, ça a été un double coming out. Ouais, ça a vraiment été beau. Wow. Puis, la notion d'étiquette, toi, comment tu vis avec ça? Ben, moi, je trouve ça important de ne pas avoir d'étiquette. C'est peut-être mon petit côté revendicateur puis politique, là. Mais moi, ce que j'aime de l'étiquette queer, c'est que c'est fluide et c'est justement on ne me casse pas dans une petite boîte, puis je trouve ça important pour un peu défaire les stéréotypes. Le mouvement queer est né justement dans les années 90 d'une homonormativité dans la communauté, où là les gens étaient là, ben je me sens pas homosexuelle ni lesbienne ni bisexuelle. C'est-tu vraiment important que je sois juste lesbienne ou juste gay? Je peux-tu être ce que je veux, tu sais, puis tu es obligé de mettre un mot là-dessus, tu sais. Exactement. Puis pour moi, c'est vraiment important justement que ça soit mon orientation sexuelle soit fluide, on ne me casse pas dans rien. Puis ben ça va me permettre peut-être de fluctuer éventuellement, tu sais, je vais peut-être continuer de faire du développement personnel, puis aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans 10 ans, je vais peut-être être plus lesbienne que, par exemple, pansexuelle. Donc, moi, c'est la fluidité, c'est vraiment important. Ouais. Ben, puis je pense que tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, parce qu'au début, moi, quand que je suis rentrée dans la case des queers, dans le fond, je me suis fait une blonde, puis là, je me suis dit, puis ça sortait de nulle part, là. Fait que je pensais que j'étais pan au début. Je me dis, j'aime beaucoup cette personne-là, puis là, finalement, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais lesbienne, puis là, j'en ai parlé à certaines personnes de mon entourage, puis là, je me suis fait dire, il va falloir que tu te décides. Puis là, j'étais comme, je veux dire, ça se... Parce que toi, ça te sécurise. Parce que toi, t'as besoin de savoir qu'est-ce que moi je suis, t'as besoin que je coche tu sais, je me sentais mal à l'aise avec ce concept-là. Tu sais, oui, aujourd'hui, moi, je m'identifie comme lesbienne parce que je suis 100% certaine, mais en même temps, je rejette pas l'idée que ça, à un moment donné, ça m'étonnerait beaucoup, là. Mais dans le sens, si jamais je tombe en amour avec un homme, ça se peut que je coche une case différente. Fait que je trouve ça beau, justement, d'avoir ce mot-là qui nous permet de naviguer entre toutes ces définitions-là. Ouais. Mais c'est confrontant pour certaines personnes. Oui, il y en a qui comprennent pas. Oui. Non, ils comprennent pas, puis c'est pas facile. C'est pas un concept quand même facile à comprendre. Puis en plus, quand c'est au niveau de l'identité, les gens diraient qu'ils doivent, tu sais, le ressentir pour le comprendre. Ils acceptent pas que t'es juste différent. Donc, c'est confrontant, mais tant mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis aussi, il y en a même dans la communauté qui, pour eux, c'est sécurisant les étiquettes aussi. Oui. Fait que, tu sais, encore là, toutes les réalités sont valides et différentes, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve le fun aussi aujourd'hui. On a un beau livre ici, des mots pour exister, qui existe de plus en plus de mots pour bien se définir aussi ou ne pas se définir. Il y a quelque chose aussi quand même d'intéressant là-dedans. Là, fait que, Puis je pense que le choix aussi de porter, de décider de porter une étiquette ou pas, c'est aussi en lien avec l'identification, l'appartenance à une communauté. C'est pas juste une question d'identité personnelle. On se définit jamais soi-même uniquement par rapport à soi. On se définit par rapport aux autres aussi. Puis dans les moments où moi je tenais à vraiment plus m'identifier lesbienne, c'était aussi parce que je revendiquais un peu mon appartenance à cette communauté-là dans laquelle je me reconnaissais. Fait que c'est ça, une question de communauté, pas juste de
comment nous on se sent soi-même là, par rapport à nous. Clairement. Parlons-en donc un peu de cette communauté-là. Caroline, tu as mis en place le groupe de plein air féminin queer de l'Abitibi-Témiscamingue. Je sais pas si je l'ai tu l'as très bien dit. Est-ce que c'était par un besoin d'appartenance? Qu'est-ce qui a motivé cette initiative-là de ton côté? Ben, c'est venu justement dans la période où j'ai réalisé que j'avais pas un très grand réseau LGBTQ+, ici. Puis c'était en plus en pleine pandémie. Fait que c'est extrêmement dur de me dire, hey, j'aimerais ça rencontrer des gens comme ça, diversifier mon réseau. Il y avait tellement peu d'opportunités. Puis quand je demandais à des gens, crime, c'est où que je peux rencontrer justement des femmes lesbiennes ou bisexuelles ou autres, tu sais. Puis c'était à Balmol l'été puis au hockey l'hiver. Tu sais, c'est ça que je me suis fait dire. Puis j'étais comme, c'est vrai. En même temps, c'est oui, en même temps c'est vrai. En même temps c'est très vrai. Mais j'aime pas ça, moi. Il y a une part de vérité, mais on peut rencontrer ailleurs, je pense. Exactement. Mais où pendant la pandémie, c'était comme pas évident. Fait que tu sais, moi j'avais en tête, moi j'adore le plein air, je me suis dit ce serait le fun que justement il y ait des lieux de rencontre qui rejoignent mes intérêts, puis le plein air en plus pendant la pandémie, c'était parmi les rares activités sociales qu'on pouvait faire parce qu'à l'intérieur c'était pas toujours permis. Mais en même temps, j'étais comme mais par où commencer? J'ai cherché des groupes LGBTQ+, sur Facebook, par exemple, puis il y avait pas grand-chose, les rares qu'il y avait étaient pas actifs, tout ça. Puis j'avais pas de réseau comme tel, tu sais, à un moment donné, si tu lances l'invitation à l'univers, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la reçoive, cette invitation-là. Un coup, t'as un réseau, ça va bien, mais c'est de faire le premier pas pour aller chercher ce réseau-là. Exactement. Fait que, en fait, je me suis tournée vers la coalition qui a un réseau. Donc, au départ, plutôt que de faire ma propre initiative, je me suis comme impliquée dans un comité social de la coalition. Puis là, j'ai commencé à organiser des activités de plein air, mais en utilisant le réseau de la coalition. Puis la première activité qu'on a faite, c'est une rando au Kekeko. Crime 17 personnes, que des femmes et des enfants qui sont venus. Je vais dire, OK, je suis pas toute seule à avoir ce besoin-là de un. Puis crime, il y a une des participantes à la randonnée qui m'a dit à la fin, en tout cas, si tu réorganises d'autres choses, dis-moi là, je suis intéressée à participer, etc. J'ai fait, oh wow, c'est cool. Puis c'est un petit peu ça qui m'a donné le petit chose qui me manquait, la petite impulsion qui me manquait pour vraiment démarrer mon initiative. Donc, j'ai parti un groupe Facebook, puis là, j'ai demandé justement aux gens de la coalition inviter tout le monde que vous connaissez qui s'identifie comme femme queer en Abitibi. Puis petit à petit, ben c'est ça, les gens invitaient aussi leurs amis, etc. Donc, on est devenu un groupe quand même, on est au-dessus de 100 membres maintenant. Puis c'est ça, mais c'est très libre, c'est pas un groupe hyper organisé, n'importe qui peut dire hey, moi j'aimerais ça aller faire de la rando en fin de semaine dans le coin d'Amos, y a-tu des gens qui voudraient se joindre? C'est très spontané. Ouais, c'est très spontané. Puis tu sais, c'est sûr, je vous cacherai pas, il est plus si actif que ça le groupe. Je pense que pendant la pandémie, les gens recherchaient beaucoup plus aussi des occasions de rencontrer du monde. Puis tu sais, moi-même, une fois que j'ai eu constitué mon réseau, je ressentais moins le besoin de rencontrer encore et toujours du nouveau monde. Mais tu sais, il est là, puis de temps en temps, il y a encore des initiatives qui s'organisent, des activités qui s'organisent par... La question qui tue, est-ce que c'est grâce à cette initiative-là que tu as rencontré ta blonde? Oui. En fait, oui, je dis oui, mais... en fait, son cousin, c'était un de mes amis déjà. Puis, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés comme tel, c'était une activité dans le cadre du comité social de la coalition. Une activité que j'avais organisée, une activité de plein air aussi. Une petite balade en vélo autour du lac Ossisco. Mais oui, c'est via ces initiatives-là, en tout cas, que je l'ai rencontré. Génial. Toi aussi, t'es impliquée un peu à ta façon aussi, je pense, Janice, dans la communauté queer. Quelle place prend le militantisme dans ton queerness? Je pense que t'es quelqu'un quand même de politisé. Oui, quand même. Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Pas assez grande que je voudrais, cette place-là. C'est sûr, quand j'étais à Montréal, je faisais plus de manifestations, puis on se rencontrait, tu sais, dans des cafés pour changer le monde un peu à tous les soirs. Je dois avouer qu'en région, je trouve ça difficile de trouver un peu ma place, justement, dans les revendications. Je suis plus un peu dans le militantisme féminin, féministe, donc pour les droits à l'avortement ou des choses comme ça. Mais il y a pas quand même beaucoup d'initiatives, tu sais, pour la visibilité. On est plus en région dans le positivisme, dans la culture, on fait des activités, des qui podcasts. est une forme de militantisme aussi en soi. Absolument. Je veux dire, militantisme veut pas nécessairement dire aller dans les rues, revendiquer. Il peut avoir des actions militantes qui sont plus, comme tu dis,
organique, Culturel, culturel, low-key, que c'est juste de donner de la visibilité, des trucs. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là. Ouais, effectivement. Ouais. Puis, je suis curieuse de t'entendre aussi là-dessus. Tu as étudié en sociologie, tu disais que tu as eu des cours sur, par exemple, les théories du genre et tout. Quelle place a pris, je veux dire, l'éducation ou le théorique dans ta découverte de toi-même? Tu l'as effleuré un peu tantôt, mais j'ai envie que tu développes là-dessus. Ça a été, je dirais, moitié-moitié identité, identité personnelle, puis l'autre moitié, vraiment justement la théorie, parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup comprendre, comprendre le fond des choses, puis je suis pas super intuitive, fait que faut que je comprenne un peu la mécanique et tout ça, fait que de comprendre, c'est ça, d'où venait le mouvement, de comprendre comment c'est théorisé, l'intersectionnalité, comment ça marche, ça a vraiment permis de mieux me voir là-dedans un peu. Donc, moi, les théories, ça a vraiment pris une grande partie dans ma découverte de moi-même et tout ça. Parce que t'avais besoin de le comprendre? Ben, un peu, besoin de le comprendre. Puis, tu t'en as un peu parlé, Caroline, tantôt, tu sais, on est un individu, mais dans un groupe social, puis en sociologie, on étudie beaucoup ça. Ouais. Donc, comment je me place justement dans une société, donc dans la société québécoise, c'est quoi le mouvement féministe? Tu sais, je suis une femme dans la société québécoise, tu sais, où ça se situe? OK, ma grand-mère, elle se situait à cette époque-là, donc c'était différent. Donc, ça me permet vraiment de me situer un peu dans, dans l'univers, puis ça permet aussi c'est ça, on est un individu, mais c'est important de voir sa place aussi dans le monde, tu sais. Ouais. Les gens qui sont trop centrés vers eux-mêmes, ça peut créer des frictions ou ça peut créer, tu sais, des confrontations et tout ça. Puis ça, c'est pas quelque chose que je souhaite faire. Donc, tu sais, de trouver ma place, tu sais, OK, je suis dans telle tranche d'âge, c'est ça les attentes de mon groupe d'âge, de ma position, je suis éduquée, tu sais, j'ai quand même un bac à l'université. Est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis puis à comment je me sens et tout ça? Donc, moi, ça a vraiment permis de mieux me comprendre puis on dirait que ça me donne aussi un peu quand je me corresponds pas, ben là, j'ai comme un peu la légitimité. Je me sens légitime de challenger ça. Je me dis, moi, je me sens pas comme ça, tu sais. Ça clash intérieur et société, tu sais. Ouais. C'est différent. T'as les outils pour l'expliquer, voilà. Pour éduquer les gens aussi? Oui, voilà, effectivement, ouais. J'aime bien éduquer les gens. Ouais. Toi, Caroline, est-ce que le militantisme prend une place dans ta vie? Oui, mais ça fluctue beaucoup. J'ai été très, très impliquée, mais bon, au départ, avant même de m'identifier justement comme queer ou lesbienne, dans d'autres types d'organismes sociaux, culturels, tout ça. Dans le milieu queer, pas beaucoup, ça fait déjà pas si longtemps. Puis, bon, ayant eu un poste d'attaché politique aussi, on avait un certain devoir de réserve aussi. Ouais. Fait que ça a comme... pendant les 4 premières années, en fait, que je suis revenue à Rouyn, ça pas que ça m'empêchait complètement, mais ça a quand même... je me suis pas impliquée autant que j'avais déjà été impliquée auparavant dans ma vie, là, disons. Donc... Mais en même temps, la mise en place de ton projet de club open air, c'est une forme aussi de militantisme, comme on disait tantôt. Ben, je veux dire, si t'as pas de communauté, comment tu veux défendre des droits? C'est ça. Tout seul, c'est bien beau, mais c'est difficile. Là. Ben, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, pour moi, le réseautage est quelque chose de super, super important, là. C'est pas juste un club de rencontres, là. C'est aussi vraiment du réseautage. Puis pour moi, c'est ça. C'est la notion de créer, de tisser une communauté qui est super importante, là. Ça brise l'isolement. Puis ça, je pense que c'est un enjeu que plusieurs personnes vivent en région. L'isolement, le fait de, c'est ça, pas avoir de réseau, c'est pas facile parce que on est toujours confronté à des personnes qui sont différentes de nous, ou peu importe. Donc, de créer un réseau, un réseau de support aussi. Donc, la famille, tu sais, ça revient beaucoup à ça, mais il y a des familles qui sont pas acceptantes, malheureusement. Donc, ben là, une personne qui vit dans un petit village, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, l'isolement. Puis, je pense que c'est une des plus grandes différences avec Montréal et la région. Montréal, l'isolement, ben, il est différent. Il y en a quand même, là, mais c'est différent. C'est plus facile de se créer un réseau parce qu'il y a plus de gens, il y a plus de diversité. Si
le petit bar à côté de chez vous, t'aimes pas les gens qui sont là, ben tu changes de bar, tu sais. Alors que en région, on a un peu moins de choix, peu moins de disponibilité. En milieu rural, il y a moins d'espace de sociabilisation, puis encore plus si tu mets le layer de sociabilisation queer, ben c'est encore plus restreint. Fait que c'est super pertinent ce que tu dis, je trouve, au niveau de l'importance du réseau, mais aussi du réseau allié, pas juste du réseau queer, mais d'avoir une famille soutenante, des amis soutenants qui sont pas nécessairement dans la communauté queer aussi. C'est là qu'on voit toute l'importance aussi de ça, là, ouais. Ouais, puis tu sais, là, toi, tu parles de famille puis d'alliés, puis c'est super important, mais il y a l'isolement, tu disais, il y a des gens qui ont peut-être pas une famille qui est soutenante, mais même si t'as une famille qui est soutenante, des fois, ça fait juste du bien de se retrouver avec des gens entre nous, qui te comprennent, puis qui savent c'est quoi ta réalité, qui savent c'est quoi les oppressions que tu vis liées à être une personne de la communauté queer. Fait que, tu sais, puis je pense que maintenant, puis c'est un petit peu ça notre mission avec le podcast, de faire ressortir toutes ces initiatives-là qui sont prises pour la communauté et tout. Mais il y a pas si longtemps, je me disais justement à la sœur, des fois, je me sens toute seule. Puis finalement, après ça, j'ai parlé avec Julie à la coalition, puis j'ai vu plein de belles initiatives. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait du monde, puis ça me fait du bien parce que justement, quand j'étais à Sherbrooke, je veux dire, je jouais au rugby, c'est un gros stéréotype. On va parler des stéréotypes tantôt, mais tu sais, j'étais très bien entourée de monde de ma communauté, puis ça me faisait du bien. Puis quand je suis revenue ici, ça a été dur au début de m'adapter parce que je me disais justement, puis ça en est je trouve, un stéréotype de la queerness en région, que des fois on se dit, ben il y a rien, il y a pas de monde, on est vraiment seul. Oui, il y a peut-être que au début tu peux penser ça parce que c'est plus difficile, il y a moins de choix, il y a moins d'opportunités comme il y en a dans les grands centres, mais je pense quand même que si on creuse puis si on fait découvrir toutes ces belles initiatives-là, puis tous ces beaux lieux de rassemblement-là, on peut tout trouver son compte, là. On se rend compte qu'on a un beau réseau, là. Oui. Ouais. Tu sais, les humains, on est des bébites sociales. Hein? Ouais. On peut pas vivre en étant tout seul en ermite, c'est pas vraiment une vie d'humain. Fait que c'est vraiment important le réseau de communication, puis justement de pouvoir relate avec une personne, de pouvoir, tu sais, partager des expériences, puis ça permet à l'humain d'évoluer parce que quand on est isolé, tu sais, on se sent tout seul et tout, ben on reste, tu sais, on stagne. Donc ça nous permet pas, tu sais, de continuer à grandir, de découvrir des nouvelles choses et tout ça. Fait que c'est vraiment important, tu sais, pas juste pour le bien-être mental, mais tu sais, on peut même dire pour le physique, tu sais, parce que ça c'est tout relié là, mais c'est un des besoins fondamentaux de l'humain, c'est la socialité. Oui, c'est ça. Puis c'est même pas d'avoir un réseau queer pour qu'on brandisse des drapeaux puis qu'on fasse gay, puis c'est pas ça le but. C'est ça juste, pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais dans le sens que, tu sais, j'étais avec mes amis, j'ai pas besoin de plugger le mot lesbienne à chaque fin de phrase. C'est même pas ça le but d'avoir un réseau. C'est juste... c'est un safe space, tu te sens bien, tu sais qu'il y aura pas de jugement, tu sais qu'il y aura pas de discrimination, tu sais qu'à cette place-là, t'as pas besoin de... Si t'as pas envie de dire qui t'es, tu le dis pas. Si t'as envie de te mettre en étiquette, tu peux le dire, ça va être accepté. Tu sais qu'il y aura pas de regard sur toi qui va être négatif. Fait que c'est ça que je trouve beau. Puis je pense qu'on en a de plus en plus en région. Faut juste les mettre de l'avant. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est rendu à la portion ludique du podcast? Ouais, Gab, on est genre à 35 minutes, je pense. Parfait. Je pense qu'on pourrait y aller avec ça, parce que hier, on a fait un long bout là-dessus quand même. Bon, parfait. Fait que... on a des petites questions un petit peu plus, je vais dire, moins personnelles, un peu plus générales. La première question, ça serait, c'est quoi votre œuvre queer préférée? Fait que qu'on parle d'un film, d'un livre. Après ça, tu sais, est-ce que les œuvres ont vraiment des étiquettes? C'est nous qui décidons d'en mettre, mais avez-vous, c'est ça, un artiste, une chanson, un livre, un film? Ben moi, j'en ai deux. J'ai pas pu choisir juste une. J'en ai deux. Il y a les Dice to Watch Out For d'Alison Bechdel. Ça, c'est des comic strips qui ont été publiés à tous les 2 semaines par Alison Bechdel dans différents journaux qui se sont succédés pendant, je crois que c'est près de 40 ans. Oh, okay. C'est vraiment tous les personnages, c'est des lesbiennes, ou à peu près, ben les personnages principaux en tout cas, sont des lesbiennes. Ça présente plusieurs stéréotypes, mais toujours abordés d'une façon bienveillante. C'est pas d'une façon d'un regard externe extrêmement trop stéréotypé. Ouais, exactement. Mais vraiment, puis en même temps, c'est aussi le but de montrer que les lesbiennes, ben c'était du monde un peu comme tout le monde aussi. Tu sais, il y en avait de toutes les sortes. Il y avait pas un seul type de lesbienne. Puis pour vrai que moi, quand j'ai lu ça, ça a été, mon Dieu,
j'avais l'impression de faire partie d'une communauté, mais à partir des personnages qu'il y avait. Tu là. te retrouvais dans ça? Ben, pas directement, mais un petit peu peut-être dans plusieurs, mais je prenais conscience qu'il y avait une culture lesbienne. Ouais. C'est pas juste des individus qui s'adonnent des femmes qui s'adonnent à être lesbiennes, mais vraiment, il y a une culture associée à ça. Juste le fait qu'il existe des stéréotypes, mais même à l'intérieur de cette communauté-là, qu'il y a des référents communs, tout ça, moi, ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré ça. Puis, juste d'un point de vue formel, tu sais, on voit son style de dessin évoluer au fil des 40 ans. Les personnages vieillissent au même rythme. Donc, tu sais, ça commence, ils sortent de l'université où ils sont encore, puis à la fin, ben, tu sais, ils ont des enfants, ils ont le cancer du sein, ils s'apprêtent à prendre leur retraite, tu sais, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. On voit des éléments de la politique américaine au travers de ça. Ça, c'est américain. Moi, oui, c'est américain. C'est vraiment pas de quoi tu parles. Là. Ouais. Fait que là, je vais C'est poser des américain, questions. c'est aux États-Unis. Ça, c'est des BD, genre? Oui. Des genres de BD dessinés dans un journal? Oui. Donc, il y a eu des États-Unis. recueils, en fait, Ok, qui ont été faits. Puis moi, ce que j'ai pris, c'est le recueil qui s'appelle The Essential Dykes to Watch Out For. Ça a été traduit par l'essentiel des Gwyn à suivre. J'ai préféré la version originale parce que je trouvais que la traduction semblait très, très, très française hexagonale. C'est bon. Ouais, donc c'est ça. Fait que The Essential Dykes to Watch Out For. Puis il y a d'autres livres qu'elle a écrits, là. C'est toi, ma maman. Une aussi plus sur son père. Fun Home, parce qu'il y avait un funérarium, donc la maison funéraire Fun Home, qui sont des romans graphiques aussi excellents. Fait que ça, c'était la première œuvre. C'est comme le The L Word de la BD, dans le fond. Oui, puis vraiment beaucoup avant The L Word. Fait que non, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis l'autre, en fait, c'est un spectacle, un stand-up comique, Nanette, de Hannah Gadsby, qui est australienne. C'est sur Netflix, là, si jamais vous voulez aller le voir. Et ça, c'est un coup de poing, là. C'est incroyable. C'est elle qui est lesbienne et qui raconte un petit peu sa vie. Et elle commence vraiment style stand-up comique. Elle dit, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je faisais des jokes bien standards sur mon coming out. Puis là, en faisant ça, elle en raconte aussi quelques-unes de ces jokes-là. Puis c'est drôle. Puis tu ris. Puis là, Mané a dit... Mais là, faut que j'arrête de faire du stand-up. C'est vraiment pas le bon public pour dire ça dans un show d'humour, mais faut que j'arrête de faire de l'humour. Non, parce que je raconte pas mon histoire comme il faut. Dans une joke, t'as un setup et une punchline, mais dans la vie, t'as un début, un milieu, une fin. Puis moi, en éludant la fin, je reste stockée sur mes traumatismes. Puis j'arrive pas à voir ce qu'il y a après, tu sais. Puis là, elle reprend beaucoup d'événements qu'elle avait racontés dans ses blagues, toutes légères qu'on riait au début, mais de montrer à quel point, en fait, c'était dramatique ce qu'elle a pu vivre, oui, hein? ce qu'elle n'a pas dit dans ses jokes, d'épouvantable, de violence, mais aussi de beau, de à quel point, finalement, avec sa mère, elle est pas restée sur la même impression qu'au début où elle a comparé le fait d'être homosexuel avec le fait d'être un meurtrier, tu sais. Que finalement, ils ont une super belle relation aujourd'hui, etc. Puis, mais là, tu sais, ça peut être très, très confrontant. Puis c'est aussi beaucoup allié avec une réflexion féministe. Donc, c'est vraiment un chaud coup de poing, là, à voir. On va mettre le lien dans la bio. Oui, on va mettre les mettra un références. petit lien, oui, toutes les références de vos œuvres queer. Puis moi, j'ai amené deux petits Ah livres. oui, elle les Alors, a apportés. Oui, je les ai apportés. Donc, moi, j'ai amené des livres de Judith Butler, qui est mon écrivaine queer, essayiste queer préférée. Alors, j'ai amené Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, où elle challenge toute la question de la dichotomie du genre puis de l'orientation sexuelle et tout ça. Fait que c'est un peu théorique quand même, là, mais ça se lit quand même très bien. Puis j'ai amené aussi Le pouvoir des mots qui explique un peu à quel point justement les affirmations puis quand on dit des choses, tu sais, ça peut avoir des répercussions. Par exemple, quand un enfant naît, on dit c'est une fille ou c'est un garçon, c'est comme un peu, tu sais, c'est juste des mots, mais ça a un pouvoir, tu sais, incroyable. Après ça va influencer toute la vie de l'enfant. Ou le verdict d'un juge, par exemple, c'est juste des mots, mais on y donne tellement d'importance et de signification que là, ça devient, tu sais, un jugement et là, ça va changer la vie d'une personne, par exemple. Puis dans le genre et dans l'orientation sexuelle aussi, tu sais, c'est le fait de s'affirmer
une chose, tu sais, de faire son coming out, ou peu importe, tu sais, ça a du pouvoir, puis ça a de l'impact et tout ça. Le fameux « t'as-tu un petit chum? » Ben ou, oui, exact, ouais. exact. Donc oui, moi, Judith Butler. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, Bien s'il te plaît? sûr, alors, Trouble dans le genre. Elle marche pas, celle-là, Gab? Celle-là ici. Celle-là. L'autre caméra. Il y a plein de caméras. Et Le pouvoir des mots. En plus, c'est des super beaux livres jaunes. Très cool. Maintenant, deuxième question. Si vous pourriez aller en date ou être ami avec une personnalité publique queer, En sans limite. date, en date. Ah, en date, mettons. Là. Un celebrity pass, là. Que ce soit à l'international ou au Québec, peu importe, ça serait qui? Alors, moi, ça serait Yelena Glazer, l'une des actrices et co-auteurs de Broad City. Je sais pas si vous connaissez la série. Pas en tout. Alors, c'est l'histoire de deux femmes à New York dans les années 2015 à peu près. Puis c'est un peu autobiographique. Puis elle, c'est un peu la fille libertine complètement, tu sais, à l'aise avec sa sexualité. Puis l'autre, elle est un petit peu plus réservée. Puis elle découvre justement qu'elle est lesbienne pendant la série. Puis c'est super sex positive. Puis c'est vraiment bon. Puis c'est ça, elle est super belle. Elle a des petits cheveux frisés, genre, puis c'est vraiment mon genre, ouais. Mais puis elle a une belle énergie, tu sais, elle saute partout, à un moment donné, elle twerk les pieds sur le mur, tu sais. Fait que, ouais. Démonstration. Ça, c'est mon... Je pense que c'est mon move aussi. Je ferai pas de démonstration aujourd'hui, mais On risque de briser le décor. Oui, ben c'est ça. Là. Je m'emporterai pas aujourd'hui. Moi, je vais détourner un petit peu la question. Pas une question de date, là, on parle plus d'amitié, mais en fait, j'ai la chance d'être amie avec une personnalité publique queer. Ah oui? Ouais, Jean-François Cossette, alias Phoenix Mockingbird. Oui. C'est un autre cousin, en fait, de ma blonde. Puis on est devenus amis, on fait souvent des soirées de jeux ou des petits restaurants, des petits 5 à 7 au resto, tout ça. Puis non, je trouve ça bien le fun. J'étais bien groupie, on dirait de... Ben, moi et ma filleule, ma jeune filleule, qui est le membre numéro 1 de son fan club, de son fan club pour enfants. Fait que, ouais, moi, je dirais que ce serait ça. Pour les gens qui connaissent pas, c'est une drag queen. Ouais, c'est Exactement, une drag queen qui habite à Rouen. ça. Ouais. Très cool. Prochaine question. C'est laquelle? C'est quoi le plus gros stéréotype que vous incarnez ou que vous n'incarnez pas? C'est la moins facile, elle, je trouve, Ouais, cette C'est la question-là. plus le fun, moi, je trouve. Ouais, OK. Mais en fait, c'est qu'on veut aussi se permettre de rire des stéréotypes. Ouais. Parce que on s'entend qu'on n'aime pas ça, nous, se faire accoler des stéréotypes, mais en même temps, veut pas, des fois, on en incarne et on en désincarne d'autres. Fait qu'on s'est dit, c'est drôle d'en rire un peu. Ouais. Alors moi, je dirais, le stéréotype que j'incarne, c'est que j'ai la tête d'une queer. Fait que, ben, d'abord, j'ai l'anneau dans le nez. Ça, si vous croisez quelqu'un qui a un anneau dans le nez... Cet homme. Ouais, 99% de chances que la personne, Oui. elle est queer. Oui. Puis là, j'ai les cheveux attachés cute, mais j'ai comme... je me coupe moi-même les cheveux, puis j'ai les cheveux un peu tout le temps tout croche. Undercut, là. Ouais, undercut. Ben là, je l'ai plus, je l'ai eu longtemps. J'ai eu longtemps une longueuil. Fait que, ouais, moi, j'ai la tête d'une personne queer. Puis y a-t-il des stéréotypes que tu n'incarnes pas? Alors, je dirais que le stéréotype que je l'avais trouvé... Attends. Il est pas facile. Prends le temps. Tu peux prendre le temps d'y penser pendant que Caroline nous Oui, dit. c'est bon. Oui. Mon Dieu, moi, je suis plus la féministe frustrée de gauche écologiste, je dirais, là, politisée. C'est probablement le stéréotype. Un des stéréotypes, d'ailleurs, un des personnages, justement, du livre d'Alison Bechdel, c'était le stéréotype qui était incarné, là. Mais, des fois, petit côté butch, peut-être, là, tu sais, je fais un peu de mécanique, mes propres rénaux, j'aime bien le travail manuel aussi, fait que, tu sais, ce serait peut-être ceux-là qui me colleraient plus, là, je dirais. Puis les stéréotypes que tu incarnes pas? Ben, il y a des aspects de la butch que je pense que j'incarne pas. Bon, déjà, je pense physiquement peut-être un peu. Mais moi, les engins à moteur, ça m'intéresse pas. Le hockey, j'haïs ça pour mourir. Traumatisme de mon enfance quand il fallait que je suive mon frère à toutes ses Moses de pratique à toutes les fins de semaine. Mais oui, donc, il y en a que j'incarne pas. On avait évoqué un tout à l'heure. Je me souviens même plus Les c'était quoi. lesbiennes New Hall. Ah oui, les lesbiennes New Hall. Moi puis ma blonde, il y a hors de question qu'on habite ensemble. On est très, très bien chacune dans nos maisons. On partage beaucoup, beaucoup de notre quotidien, mais on a besoin vraiment de nos espaces. Puis on est hyper différentes, là. Tu sais, moi, c'est comme, j'ai besoin du plus grand potager que je peux dans ma cour. Chaque parcelle que je peux exploiter qui a du soleil, ça va être des légumes qui vont pousser là. C'est sa piscine hors terre. Elle, c'est le gros VUS. Moi, c'est comme mon vélo puis d'un mal nécessaire, une sous-compacte, là. Tu sais, c'est vraiment, on est extrêmement différentes. Puis je pense que c'est correct qu'on ait chacune nos espaces pour
c'est ça, être qui on est, s'assumer pleinement, être heureuse ensemble comme ça. Janice? Oui, ben moi, c'est un stéréotype qui est plus associé à la communauté queer, à l'identité queer. Je me définis 100% en tant que femme. Souvent, les gens qui sont queer, on a tendance à les associer qu'ils sont peut-être aussi fluides au niveau du genre. Puis je me suis longtemps posé la question quand même, mais je m'associe trop au mouvement féministe. Puis les batailles des femmes, c'est trop mes combats aussi. Puis donc, c'est sûr, je me sens peut-être pas 100% femme féminine, mais je suis définitivement femme, puis je vais probablement le rester toute ma vie. Donc, ça serait le stéréotype que je n'incarne pas. C'est là qu'on voit que la définition de queer, finalement, tout le monde prend ce qui lui plaît ou lui plaît pas dans sa définition. Vraiment. Mais c'est ça, souvent, des gens qui aiment la fluidité dans leur orientation sexuelle vont peut-être aimer la fluidité, tu sais, au niveau justement de leur genre, puis de pas s'associer à des cases, à des étiquettes et tout ça. Mais moi, c'est pas du tout ça. Moi, je suis une femme. Et pour terminer, si vous auriez à dire quelque chose à une personne de la région qui se questionne sur son orientation sexuelle ou son identité de genre, ce serait quoi? Vous pouvez même regarder la caméra. Celle-là, par exemple. Celle-là en avant. Ouais. OK. Ben, moi, je dirais de ne pas avoir peur de faire des recherches, d'aller sur les réseaux sociaux, d'essayer de trouver sa communauté de toutes les manières possibles. Parce que les réseaux sociaux, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune, là. Donc, d'essayer de découvrir le plus possible, d'en savoir le plus possible. Parce que c'est en découvrant justement puis en étant informé que ça nous aide à nous comprendre. Ça fait une belle conclusion de un peu mon cheminement à moi. Je pense que oui. Ouais, mais ça serait ça mon conseil. Mais moi, je pense que mon conseil serait pas différent en région, en fait, ou ailleurs. Puis ce serait d'être prêt à accepter la réponse à la question qu'on se pose sur notre identité de genre ou notre orientation sexuelle avant de se la poser, sinon c'est une torture. Ouais. Si on n'est pas prêt à l'accepter, ça sert à rien de se la poser, puis il y a rien qui presse, tu sais. Fait que faut pas souffrir dans ce questionnement-là. Ça peut tellement être bien vécu, puis ça peut être fluide aussi, comme tu dis, tu sais, ça peut changer en cours de route, puis c'est correct, là. Fait que puis il y a plus qu'une case, tu sais, moi qui pensais je suis en amour avec un gars, fait que OK, je suis hétéro, il y a pas de recette parfaite. C'est ça, fait que ça peut changer, il peut y avoir plus qu'une case, il peut ne pas y avoir de case. L'important c'est que vous soyez à l'aise là-dedans, puis c'est ça, d'explorer, mais ça n'a pas à être souffrant. Vous pouvez prendre votre temps, c'est ça, puis d'apprendre à vous accepter peut-être avant même de vraiment vous identifier. C'est beau. C'est magnifique. Merci, Janice. Merci, Caroline. Merci ça à fait vous. plaisir. Bon, au prochain épisode. Au revoir. Super. Au revoir. On s'est dit que tôt ou tard, il faudrait sortir les régions du placard.